Je t'emmènerai devant les tribunaux, espèce de sale ingrat. C'est ce que m'a crié ma mère après que j'ai refusé de co-signer l'hypothèque de mon frère, Hudson, son enfant chéri. Mais pourquoi ma mère me menaçait-elle de me poursuivre en justice, et pourquoi exactement comptait-elle me poursuivre? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé et comment j'ai géré toute cette situation. Bonjour, je m'appelle Adrien. J'ai 30 ans et je travaille actuellement comme directeur financier d'une entreprise de fabrication de meubles en Californie. En ce moment, je vis avec mon père, James, dans une petite maison à la périphérie de Riverside, une ville tranquille à environ 1 heure de route de Los Angeles. Chaque matin, avant d'aller travailler, mon père et moi nous asseyons ensemble sur le porche à siroter du café. Il se réveille toujours plus tôt que moi, prépare le café et lit le journal. Nous ne disons pas grand-chose. Nous nous asseyons là et nous imprégnons de la paix du matin. Le soir, quand je rentre à la maison sent toujours quelque chose de délicieux qu'il a cuisiné. Mon père est un excellent cuisinier. Il était le chef cuisinier d'un restaurant 3 étoiles bien connu à Santa Monica. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il aimait toujours cuisiner même après sa retraite. Il a souri et a dit, même si je ne travaille plus, la cuisine m'apporte la paix. Chaque plat est une façon pour moi de montrer mon amour. En entendant ces mots, j'ai souri et je me suis senti heureux de savoir qu'il a encore quelque chose qui lui apporte de la joie. En ce moment, nous ne sommes que 2 à prendre soin l'un de l'autre, mais je me sens plus en paix et plus satisfait que jamais. Il y avait 4 d'entre nous dans la famille en plus de mon père, ma mère, Stella, et mon frère aîné, Hudson. Mais il y a 2 ans, nous avons coupé tous les liens familiaux. Pour moi, maintenant, ce ne sont que des étrangers qui partagent mon ADN. Mon histoire se déroule il y a 2 ans, en juillet 2023. À l'époque, je n'avais pas encore été promu directeur financier. J'étais juste un chef comptable avec un salaire modeste. Un week-end après-midi de ce mois de juillet, je rentrais en voiture pour dîner après que ma mère m'ait invité plus tôt dans la matinée. Mon appartement se trouvait à environ 20 minutes de route de la maison de mes parents, nous nous voyions donc encore de temps en temps le week-end, mais pas si souvent que ça. Vers 18 h, en arrivant devant le portail, j'ai repéré une Honda Civic argentée garée à l'extérieur. C'était la voiture de mon frère Hudson. Quand j'ai vu cette voiture familière, j'ai réalisé que maman avait invité toute sa famille sans me le dire. Quand je suis entré dans la maison, il était assis sur le vieux canapé en cuir marron, complètement absorbé par son téléphone. Ses 2 enfants, José et Peter, jouaient avec des blocs Lego sur le tapis, leur rire résonnant dans le salon. Quand il m'a vu entrer, Hudson a fait un signe de la main nonchalant, plutôt comme celui qu'on ferait à une connaissance dans la rue. Pas un seul mot de salutation n'est sorti de sa bouche. Ses yeux sont restés rivés sur son écran comme si je passais comme un bruit de fond. Hudson est mon frère aîné, de 2 ans mon aîné. Dans notre famille, il a toujours été l'enfant chéri de maman, celui qui recevait toute l'affection, toutes les secondes chances. C'était le préféré. Après 8 ans de mariage avec Camilla, ils ont divorcé en 2022. Lorsque leur séparation a été rendue publique, Hudson s'est présenté comme le mari abandonné. Il disait à ses amis, Camilla était égoïste. Elle ne pensait qu'à elle. J'ai travaillé si dur pour subvenir aux besoins de la famille, et tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison et me détendre, mais elle n'arrêtait pas d'en demander plus. Mais je savais que la vérité était exactement l'inverse. Hudson était contrôlant et paresseux, et il croyait que sa femme devait le servir comme une bonne. Il pouvait passer une journée entière à regarder la télévision pendant que Camilla allait travailler, s'occupait des enfants, cuisinait et nettoyait. Chaque fois qu'elle lui demandait de participer, il rétorquait « Je gagne de l'argent. Le travail domestique est ton boulot. » Camilla a supporté ça pendant 8 ans, mais finalement, elle en a eu assez. Elle s'est rendue compte qu'elle vivait comme une mère célibataire, même si elle avait encore un mari, et le mariage a fini par s'effondrer. Après le divorce, ils ont convenu d'élever un enfant chacun. Hudson s'occupait de José et Camilla gardait Peter. Le week-end, ils s'arrangeaient pour que les garçons passent du temps ensemble afin que les frères restent proches. Après avoir fait un signe de tête froid à Hudson, je me suis dirigé directement vers la cuisine pour saluer mes parents. Papa était debout près du comptoir et aidait maman à couper des légumes. Son visage est doux comme toujours. Sans hésitation, j'ai retroussé mes manches et je me suis joint à eux pour préparer le dîner. J'ai tendu à papa une bouteille de vin rouge que j'avais prise en chemin, et il l'a prise, examinant attentivement l'étiquette avant de me donner un sourire chaleureux et de dire « Merci d'avoir pensé à ce que j'aime. »
Entendre ce compliment sincère de sa part m'a réchauffé le cœur. Au moins, quelqu'un dans cette famille me voyait encore et m'appréciait encore. Mon père, James, a toujours été l'homme qui endure silencieusement le tempérament de ma mère. Il est doux, parle doucement et préfère la paix à la confrontation. Chaque fois que ma mère prenait une décision pour la famille, il hochait la tête en signe d'approbation, même si parfois je pouvais voir une lueur de désaccord dans ses yeux. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il ne s'opposait jamais à elle. Il a souri et a dit, dans le mariage, il faut parfois choisir ses batailles. Ta mère a une forte personnalité. Je comprends que tant qu'elle est heureuse, cela me suffit. Ma mère, Stella, est le genre de femme qui aime avoir le dernier mot sur tout. Qu'il s'agisse d'une grande décision comme l'achat d'une maison ou le choix des écoles pour nous, ou de quelque chose de petit comme ce qu'il faut cuisiner pour le dîner, elle voulait avoir le contrôle. Elle n'est pas méchante, mais elle a un fort besoin de tout gérer et croit fermement que sa façon de faire est la bonne. Chaque fois qu'Hudson avait un problème, elle se précipitait pour l'aider sans demander à personne. Et chaque fois que j'exprimais une opinion différente, elle disait, « J'ai vécu plus longtemps que toi. Je sais ce qui est le mieux pour cette famille. » Il y a eu des moments où je ne comprenais pas pourquoi mon père était si patient avec ses manières autoritaires. Mais ensuite, je les voyais assis ensemble à regarder la télévision le soir, papa lui préparant du café tous les matins, ou maman cuisinant ses plats préférés, et je pensais qu'ils avaient peut-être trouvé leur version du bonheur. Certains secrets d'un mariage ne sont connus que des personnes qui le vivent. Dans leur cas, peut-être que leur amour se manifeste par des gestes discrets et quotidiens, et non par des mots doux ou des disputes animées. Vers 19h, nous nous sommes tous assis pour dîner. La table était dressée avec soin avec de délicieux plats que maman et papa avaient préparés ensemble. L'atmosphère était chaleureuse et détendue au début, animée par les rires joyeux de mes deux neveux. Hudson était assis en face de moi, faisant encore défiler son téléphone de temps en temps, même si maman lui avait rappelé à plusieurs reprises de le ranger. Papa était assis en bout de table, savourant tranquillement la bouteille de vin que j'avais apportée. Maman restait occupée à servir de la nourriture à José et Peter, vérifiant constamment. « Tu en veux plus ? Cette viande est délicieuse. » José, l'aîné à 8 ans, était assis à côté de son frère de 6 ans, Peter. Bien qu'ils ne vivent pas sous le même toit, leur lien était indéniable. José rappelait doucement, « Peter, mange tes légumes. » Ou Peter cassait son pain en deux pour le partager quand il voyait que José avait terminé sa portion. Lorsque Peter a accidentellement renversé sa boisson, José a immédiatement pris une serviette pour l'essuyer en disant « Ce n'est pas grave, Peter. » Moi aussi, je renverse des choses tout le temps. Ils ont tous deux gloussé. Pas de blâme, pas de réprimande, juste de la gentillesse. Regarder ces deux-là prendre soin l'un de l'autre si naturellement sans qu'on le leur dise m'a rempli d'une étrange chaleur. Ils partageaient, protégeaient et se comprenaient instinctivement. À ce moment-là, j'ai souhaité que mon frère et moi ayons grandi comme ça. Quand nous étions enfants, Hudson ne partageait jamais rien avec moi. Il prenait toujours le meilleur pour lui. Quand il y avait des bonbons, il mangeait en premier et en mangeait plus. Quand il y avait un nouveau jouet, il choisissait en premier, et ce n'est qu'ensuite que j'avais mon tour. Chaque fois que je protestais, maman disait « Laisse ton frère l'avoir. Il est plus âgé. » Je me souviens encore quand Hudson volait ma place préférée devant la télé. Il piquait une crise si je refusais de bouger, et maman me forçait à y renoncer. Même quand il s'agissait de bonne nourriture, Hudson n'hésitait jamais à me faire concurrence, ne pensant jamais à partager. Repenser à tout ça laisse encore un goût amer, non pas à cause des jouets ou des collations, mais parce que j'avais toujours l'impression d'être le deuxième dans ma famille. En regardant José et Peter, j'ai réalisé que c'est ainsi que les vrais frères devraient se traiter. Ce dîner s'est terminé sur une note joyeuse. J'ai vraiment apprécié ce rare moment chaleureux avec ma famille, même si une partie de moi portait encore la tristesse tranquille d'une enfance injuste. Après le dîner, l'atmosphère joyeuse persistait dans le son des rires de José et Peter alors qu'ils couraient dehors pour jouer. Une fois que nous avions débarrassé la table, maman a suggéré « Asseyons-nous tous dans le salon pendant un moment. J'ai quelque chose à dire. » Son ton était plus sérieux que d'habitude, et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quelques minutes plus tard, nous avons emménagé dans le salon. Hudson, comme toujours, avait son téléphone collé à sa main. Papa s'est installé dans son fauteuil habituel, et je me suis assis près de la fenêtre. Maman a fait du café pour tout le monde. Après avoir pris une gorgée et posé sa tasse,
elle s'est tournée vers moi avec un regard prudent et m'a demandé, « Comment se passe le travail? Combien as-tu réussi à économiser ?» Je ne suis pas habitué à partager mes détails financiers, même avec ma famille, alors je suis resté vague. Ça va bien. Le travail est stable, et je gagne assez pour vivre. Elle a hoché la tête, semblant satisfaite de cette réponse. Puis, après un bref silence, elle a soudainement demandé, « Peux-tu me prêter 400 000 $? J'ai failli recracher mon café. Je l'ai regardé avec incrédulité, ne sachant pas si j'avais bien entendu. J'ai demandé immédiatement, « Tu as dit 400 000 $? De quoi as-tu besoin pour une telle somme d'argent ?» Sans hésitation ni aucun effort pour expliquer doucement, elle a dit, « Hudson a besoin d'une maison. Prête-lui l'argent. Je co-signerai pour lui. » J'ai été abasourdi par son brusque. Elle parlait comme si 400 000 $ était une faveur désinvolte, comme s'il était évident que je devrais être celui qui la couvre. J'ai regardé Hudson, toujours silencieux, fixant son téléphone comme si rien de tout cela ne le concernait. Oui, j'avais l'argent. C'était ce que j'avais économisé pendant de nombreuses années de travail acharné et de discipline. Mais connaissant la paresse et le manque de responsabilité d'Hudson, combien de temps lui faudrait-il pour me rembourser? Et ma mère, maintenant à la retraite et vivant d'une modeste pension, n'avait aucun moyen de garantir quoi que ce soit. Après près d'une minute à peser le tout, j'ai donné une réponse directe. Je lui ai dit, « Maman, c'est une somme énorme. Je ne peux pas la prêter. » Elle s'est immédiatement énervée. Son ton s'est durci. « Adrien, avec ton travail et tes revenus, tu peux te le permettre. Ne sois pas égoïste. Aide ton frère. » En l'entendant me traiter d'égoïste, j'ai laissé échapper un rire amer et j'ai secoué la tête. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait dit ça si facilement. Quand je n'ai pas bougé, elle a essayé un angle différent, sonnant maintenant comme si elle négociait. « Si tu ne veux pas prêter l'argent, laisse Hudson vivre dans ta maison. Il a besoin d'un endroit stable. » Cette fois, j'ai été vraiment choqué et furieux. Je ne comprenais pas comment un homme adulte de 30 ans avait encore besoin de sa mère pour comploter et supplier en son nom comme s'il était un enfant sans défense. Je ne voulais plus discuter ni expliquer. Je l'ai regardé et j'ai dit fermement, « Il n'y aura pas 400 000 $, et je ne cède pas ma maison. » Réalisant qu'elle ne pouvait plus me manipuler comme avant, maman s'est mise en colère et a perdu son sang-froid. Sa voix s'est élevée brusquement, remplie de déception. C'est vraiment triste d'avoir un fils aussi égoïste dans cette famille. C'est alors qu'Hudson a finalement levé les yeux de son téléphone et a renchéri avec un ton plein de reproches, « Tu es sans cœur. Tu vas laisser tes neveux sans un foyer stable. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu clairement et fermement, « Ce sont tes enfants. Tu es leur père. Assume tes responsabilités. Ne les fais pas porter à quelqu'un d'autre. » En regardant les gens que j'appelais autrefois ma famille, des gens qui essayaient maintenant de me culpabiliser et de me faire pression pour que je me sacrifie au profit d'Hudson, je n'ai ressenti que de la déception et une profonde tristesse. En face de moi, papa était assis en silence et regardait toute la scène se dérouler sans dire un mot. Son visage ne montrait aucune émotion. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Et avant de quitter cette maison, je me suis dit que s'ils en reparlaient un jour, je ne reviendrai jamais ici. En rentrant chez moi cette nuit-là dans l'obscurité, je me suis senti accablé par la déception, non pas à cause des 400 000 $, mais à cause de la façon dont ma mère me maltraitait par rapport à Hudson. Quoi de plus déchirant que de réaliser que la mère que vous aimez ne vous considère que comme un guichet automatique, prêt à distribuer de l'argent à Hudson chaque fois que cela est nécessaire? Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est le silence de papa. Il a assisté à toute la dispute sans dire un mot. Il ne m'a pas défendu. Il n'est pas intervenu quand maman et Hudson se sont ligués contre moi. Peut-être qu'il a évité les conflits pendant si longtemps qu'il a perdu le courage de défendre ce qui est juste. Soudain, des souvenirs d'enfance sont revenus en flot comme un vieux film qui se déroule dans mon esprit. Hudson était toujours le préféré, charmant, bon parleur, capable de gagner les adultes avec un sourire et un compliment. D'un autre côté, j'étais le plus direct, trop honnête pour flatter. Les parents et les voisins disaient toujours, « Hudson est si intelligent, un si bon orateur. Il ira loin. » Quand il s'agissait de moi, il disait, « Adrien est trop silencieux. Il devrait apprendre à s'exprimer comme son frère. » Ce favoritisme n'a jamais disparu. Quand Hudson était à l'université, maman lui envoyait régulièrement de l'argent. Quand ce fut mon tour, elle a dit, « Tu peux t'en sortir.
Je crois en toi. Cela ressemblait à de la confiance, mais c'était juste une façon de ne pas avoir à aider. Même après que Hudson se soit marié, maman a continué à lui envoyer de l'argent, de petites sommes de $500 ou $1000 chaque mois, soi-disant pour les petits-enfants. Pendant ce temps, je n'ai jamais reçu d'aide financière de sa part. Mais je ne suis pas l'égoïste qu'ils font de moi. J'ai toujours été là pour José et Peter, en leur achetant des cadeaux pour leurs anniversaires, Noël, ou juste parce que j'ai vu quelque chose qu'ils aimeraient. Après le divorce d'Hudson avec Camilla, je lui ai même donné $3000 pour l'aider à louer un appartement et à se remettre sur pied. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on me rembourse cet argent. Je considérais cela comme un geste de soutien d'un frère à l'autre. Mais de toute évidence, cela n'a jamais été suffisant pour eux. Tout ce que j'ai fait était pris pour acquis, et une fois donné, ils s'attendaient juste à plus. J'ai été déçu qu'ils ne sachent pas quand s'arrêter. Ils ne comprenaient pas que l'amour et le soutien ont des limites, que le fait de toujours compter sur quelqu'un d'autre n'aide pas Hudson à grandir. Cela ne fait que le freiner. Ils essayaient de me rendre responsable de sa vie alors qu'il ne faisait aucun effort lui-même. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi le cœur lourd, me demandant si je voulais encore entretenir une relation avec une famille comme celle-ci. Dans les jours qui ont suivi cette conversation tendue, ma mère et moi ne nous sommes pas parlé. Je supposais qu'elle était encore en colère contre moi, mais je n'avais pas l'intention d'appeler ou de m'excuser. Au lieu de cela, je me suis jeté à corps perdu dans le travail, essayant de chasser toute la situation de mon esprit. Le travail est devenu mon refuge. J'ai commencé à arriver au bureau plus tôt, à rester plus tard, à m'enterrer dans les chiffres et les rapports financiers. Au moins là-bas, tout avait un sens. Tout était transparent. Personne ne me demandait rien de déraisonnable. Environ 2 semaines plus tard, mon père a appelé un lundi matin alors que je me préparais pour le travail. Dès que j'ai décroché, son ton était sombre. « Adrien, je dois te dire quelque chose. Ta mère et Hudson ont acheté la maison. Ta mère a utilisé $100 000 de ses économies pour la compte, et les $300 000 restants sont listés sous ton nom pour le financement. Sois prudent. » En entendant cela, j'ai ressenti une vague de confusion et de colère. Ils étaient allés de l'avant, avaient acheté une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre et avaient en quelque sorte mis mon nom en jeu. Mais à côté de la fureur, j'ai aussi ressenti quelque chose d'inattendu, de la chaleur. Pour une fois, papa avait pris les choses en main et m'avait averti. Après le silence, j'ai demandé avec hésitation, « Pourquoi tu me dis ça? Tu n'as pas peur que maman se fâche ?» Sa réponse a été brève, mais il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant, un mélange de lassitude et de calme détermination. « Je ne veux plus te voir maltraité. » Cette phrase m'a frappé comme une lumière soudaine perçant un long tunnel sombre. Pour la première fois, j'ai réalisé que papa avait tout regardé depuis le début. Ce n'était pas qu'il ne voyait pas l'injustice ou qu'il s'en fichait. Il a choisi le silence parce qu'il pensait que cela maintenait la paix et l'intégrité de la famille. Peut-être croyait-il qu'intervenir ne ferait qu'empirer les choses. Peut-être avait-il été témoin de mes luttes et s'était-il senti impuissant à intervenir. Mais maintenant, les choses étaient allées trop loin, et il ne pouvait plus rester silencieux. Et je ne me suis pas senti complètement seul dans cette famille pour la première fois depuis ma naissance. Comme papa l'avait prédit, je l'ai vu, maman et Hudson se tenaient devant mon portail cet après-midi après que je sois rentré du travail. Ils avaient José et Peter avec eux, les enfants se tenant tranquillement à leur côté. Voir toute la famille se présenter à l'improviste comme ça m'a instantanément irrité, mais ne voulant pas faire une scène devant les voisins, j'ai ouvert la porte à contre-cœur et je les ai invités à entrer, me préparant déjà à la confrontation que je savais à venir. Maman s'y est mise directement. À peine étions-nous assis dans le salon, sur un ton beaucoup trop désinvolte, elle a dit, « Adrien, Hudson et moi venons d'acheter une maison. Elle vaut $400 000. Nous avons payé $100 000 d'avance. Les $300 000 restants seront payés en versement. » J'ai gardé mon sang-froid et j'ai répondu poliment, « Félicitations pour la nouvelle maison, maman, Hudson. » J'ai essayé de rester courtois. Quelques secondes plus tard, maman m'a tendu une épaisse pile de documents. D'une voix calme, elle a dit, « Pour l'instant, Hudson est au chômage, et je n'ai que ma pension. Tu dois signer ici et couvrir la première année de paiement. Après cela, Hudson prendra le relais. Il te remboursera chaque centime. » En l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver cela presque risible, la façon dont ils essayaient de me piéger avec cette soi-disant faveur enveloppée dans des liens familiaux et la culpabilité envers les enfants.
Avec mes connaissances en finance, je savais précisément ce que signifiait signer cet accord. Cela me rendrait légalement responsable de la totalité du prêt. Et quand Hudson ferait inévitablement défaut, ce que je trouvais tout à fait probable, cela me retomberait dessus. Après une brève pause, j'ai donné une réponse ferme. Je ne signerai pas. Immédiatement, maman a élevé la voix, clairement déçue. Ne sois pas si égoïste. Tu ne vois pas que les enfants n'ont pas un foyer convenable? Tu es d'accord pour les laisser rester dans une location? Je suis vraiment déçu de toi. Juste à temps, José et Peter ont renchéri, clairement préparés pour ce moment. José a supplié, oncle Adrien, s'il te plaît, aide-nous. Nous voulons une maison où vivre. Peter m'a serré fort dans ses bras et a sangloté, s'il te plaît, aide mon père. Je ne veux plus vivre dans une location. Voir cela m'a brisé le cœur, non pas à cause de leurs paroles, mais parce que je savais exactement qui les avait entraînés. Maman et Hudson avaient transformé ces enfants innocents en outils pour me manipuler. Je ne voulais plus discuter. Je me suis assis, je les ai regardés tous les deux dans les yeux et j'ai demandé, dites-moi la vérité. Qui vous a dit de dire ces choses? Les garçons se sont regardés, confus, puis se sont tournés vers ma mère comme s'ils attendaient son signal. Peter a marmonné doucement, grand-mère nous a dit. Elle a dit que si on ne le faisait pas, elle ne nous aimerait plus. À ce moment-là, j'ai senti mon sang bouillir. Ils avaient franchi une limite en utilisant des enfants innocents comme ça. Je les ai regardés droit dans les yeux, j'ai pointé la porte et j'ai dit froidement, quittez ma maison maintenant, ou j'appelle le 911. Voyant que je ne bluffais pas, ils se sont levés tranquillement pour partir. Juste avant de franchir la porte, maman s'est retournée et a menacé, je vais te poursuivre, sale bâtard ingrat. J'ai répondu calmement, c'est ton choix. Et honnêtement, je n'avais aucune idée de ce pourquoi elle pensait pouvoir me poursuivre. Je ne lui devais rien. J'ai pensé qu'elle réagissait sous le coup de la colère. Alors qu'il sortait, papa a traîné en arrière. Il a posé doucement une main sur mon épaule. Ce petit geste chaleureux m'a aidé à me stabiliser après tout ce qui venait de se passer. Je pensais que maman avait juste réagi sous le coup de la colère, que sa menace de me poursuivre en justice n'était rien de plus qu'un chantage émotionnel. Mais j'avais tort. Une semaine après cette confrontation chez moi, j'ai reçu un avis du tribunal m'informant que j'étais poursuivi dans une affaire civile. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai ouvert l'enveloppe et lu le contenu. Dans la plainte, ma mère me réclamait 200 000 $, affirmant qu'il s'agissait du montant qu'elle avait dépensé pour couvrir mes études universitaires, mes frais de scolarité et mes dépenses de subsistance pendant 4 ans. Elle a déclaré que l'argent m'avait été donné en espèces, c'est pourquoi il n'y avait pas de relevé bancaire pour étayer sa demande. Cependant, elle affirmait avoir un témoin qui pouvait témoigner que j'avais accepté l'argent. En regardant cet avis, j'ai ressenti une vague d'amertume accablante. La femme qui m'a donné naissance était maintenant prête à inventer une histoire, à falsifier des preuves et à me traîner devant les tribunaux, le tout au service de l'aide à Hudson. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a décroché après 2 sonneries. Je ne me suis pas embêté avec les salutations. Je suis allé droit au but, ma voix tranchante de colère. Tu me poursuis en justice pour quelque chose qui ne s'est jamais produit juste pour le bien de ton fils chéri. Elle n'a pas répondu à la question. Au lieu de cela, sa voix a pris un ton comme si elle concluait un accord. Si tu acceptes de signer et de prendre en charge les paiements hypothécaires pour Hudson, je retirerai la plainte. Pendant ce temps, j'ai craqué. J'ai crié au téléphone, très bien. Je te verrai au tribunal. Puis j'ai raccroché. À ce moment-là, j'étais encore sous le choc, mais plus que tout, j'étais résolu. J'étais prêt à l'affronter au tribunal. Après avoir reçu la convocation du tribunal, j'ai décidé de me représenter moi-même. Honnêtement, je savais dès le début que ce procès était une perte de temps et d'argent pour elle car il n'y avait aucune chance qu'il se termine comme elle le souhaitait. Je travaille dans la finance depuis des années et j'ai étudié le droit commercial et les réglementations financières. Je sais comment fonctionnent ces types d'affaires. S'il n'y a pas de preuves claires et vérifiables, comme des virements bancaires, des contrats de prêt signés ou, à tout le moins, une confirmation écrite par SMS ou par email, un juge se prononcera contre le demandeur. Et pour être clair, je n'ai jamais emprunté un seul centime à ma mère pendant mes études. Pendant ces 4 années, j'ai été complètement indépendant financièrement. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai demandé des prêts étudiants fédéraux. Les prêts étaient suffisants pour couvrir mes frais de scolarité et une partie de mes dépenses de subsistance.
J'ai gagné le reste en travaillant à temps partiel à la bibliothèque du campus pendant les soirs et les week-ends. Je me souviens de ces longues nuits, jonglant entre le travail et les études, vivant dans une chambre de dortoir exiguë avec 2 colocataires. La plupart de mes repas se composaient de nouilles instantanées ou de sandwichs simples. Pendant les mois difficiles, je revendais des manuels scolaires usagés pour me permettre d'en acheter de nouveaux pour le semestre suivant. J'ai bâti ma vie sur le travail acharné et l'autonomie, et à cause de cela, je n'avais rien à craindre. 2 mois plus tard, le procès civil a eu lieu. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu ma famille proche et quelques membres de ma famille élargie, des visages familiers que je n'avais pas vus depuis des années. Tante Diane, la sœur de maman, appelait toujours Hudson le neveu parfait. Oncle Robert et tante Marie étaient également là, et il ne manquait jamais une occasion de louer l'intelligence et le charme d'Hudson à chaque réunion de famille. Ils étaient tous assis avec des expressions froides, les yeux remplis de dédain et de déception, comme si j'étais le traître de la famille. Je pouvais sentir leur regard critique. À leurs yeux, j'étais le fils ingrat, le frère égoïste qui refusait d'aider en cas de besoin. Ils chuchotaient entre eux et secouaient la tête chaque fois qu'ils me jetaient un coup d'œil. Assis seul dans cette salle d'audience, je me sentais seul, mais je n'avais pas peur. Au fond de moi, je savais que je me tenais du côté de la vérité. Une fois que le juge a donné le feu vert, ma mère s'est levée et a témoigné avec assurance qu'entre 2013 et 2016, elle m'avait donné 50 000 $ en espèces à 4 reprises distinctes, jusqu'à 200 000 $. Elle a affirmé avoir un témoin pour étayer son histoire. Ce témoin n'était autre qu'Hudson. Après avoir prêté serment, Hudson a commencé à témoigner avec un visage impassible. J'ai vu ma mère donner 50 000 $ en espèces à Adrien à 4 occasions, en août 2013, 2014, 2015 et 2016. Elle lui remettait l'argent chaque fois qu'une nouvelle année scolaire commençait, et Adrien promettait de le rembourser après l'obtention de son diplôme. Entendre Hudson mentir si facilement, si éhontément, a fait se serrer ma poitrine. C'était le frère jumeau dont je me suis autrefois soucié profondément, celui que j'avais aidé sans hésitation, et maintenant il inventait une histoire au tribunal pour me faire tomber. J'ai ressenti de la rage et du chagrin en regardant les personnes que j'aimais le plus prêter un faux témoignage pour protéger les intérêts d'Hudson. L'avocat de maman, un homme d'âge moyen avec des lunettes épaisses, a commencé à me harceler avec des questions biaisées. Pouvez-vous prouver que vous n'avez pas reçu l'argent? Pourquoi n'avez-vous pas de preuves montrant que vous ne l'avez pas emprunté? Sous la pression, je me suis tourné vers le juge et j'ai dit, « Votre honneur, je m'oppose à la ligne de questions. » Ces questions sont basées sur des affirmations sans preuve. J'ai demandé à ma mère de présenter la preuve que j'ai emprunté 200 000 $. De plus, Hudson est son fils, son témoignage dans une affaire où sa mère est la plaignante ne devrait donc pas être considéré comme impartial. Le juge a hoché la tête en signe d'accord et a demandé à l'équipe juridique de ma mère de fournir d'autres preuves. Le procès s'est poursuivi pendant près d'1 heure, rempli d'arguments tendus et de débats sans fin. Alors que le juge essayait de donner un sens aux témoignages contradictoires, l'atmosphère dans la salle d'audience a atteint un point d'ébullition. Je suis resté ferme en exigeant des preuves concrètes tandis que l'avocat de maman me posait des questions difficiles. Puis, de nulle part, papa s'est levé du banc du public. Sa voix tremblait, mais il y avait de l'acier dedans alors qu'il disait « Assez. Arrêtez ça. » Toutes les personnes dans la salle d'audience se sont tournées pour le regarder. Lorsque le juge lui a demandé s'il souhaitait témoigner, papa a hoché la tête. Il s'est approché du banc des témoins, a prêté serment, puis s'est tourné vers maman et Hudson avec une expression pleine de déception. Dès ses premiers mots, j'ai été stupéfait. Il a dit, « Je ne peux pas rester assis ici et regarder mon fils mentir sous serment plus longtemps. Hudson et ma femme ont conspiré dans cette affaire. » Le visage de maman est devenu pâle. Elle a bondi sur ses pieds et a crié, « James, qu'est-ce que tu racontes ?» Hudson avait l'air paniqué, essayant d'empêcher papa de continuer. Le juge a frappé du marteau et a ordonné le silence, puis est retourné vers papa, lui demandant de continuer. Papa n'a pas hésité. Il a tout mis à nu. Il a parlé au tribunal de la maison que maman avait achetée pour Hudson bien qu'elle n'ait pas les moyens de la payer, et de la façon dont ils avaient essayé de me faire pression pour que je contracte l'hypothèque. Il a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de 200 000 $ et que j'avais été financièrement indépendant depuis l'âge de 18 ans. À ce moment-là, des murmures avaient commencé du côté de la famille de maman. La confusion et le doute se sont répandus parmi eux. Ébranlé par ce revirement soudain, maman a accusé papa de mentir, et Hudson a affirmé que papa était trop vieux pour se souvenir clairement des choses.
Mais le juge en avait assez entendu. Il a frappé le marteau fermement et a rappelé le tribunal à l'ordre. Et moi, j'étais assis là, le cœur battant la chamade. Pour la première fois de ma vie, papa s'était levé et m'avait défendu devant toute la famille. Après le témoignage de papa, le juge a frappé du marteau et a annoncé une pause de 30 minutes pour délibérer avec le jury d'examen. La salle d'audience est tombée dans un silence malaisé, seulement brisé par de faibles murmures des parents assis à l'arrière. En regardant tout ce qui venait de se dérouler, je savais que l'issue était claire. Le témoignage de papa avait mis la vérité à nu, et il n'y avait plus aucun doute sur qui mentait. 30 minutes plus tard, le juge est revenu et a parlé avec une autorité ferme. Après avoir examiné toutes les preuves et tous les témoignages, le tribunal se prononce en faveur de monsieur Adrien dans cette affaire. Dès qu'il a prononcé ces mots, j'ai ressenti un immense soulagement. Mais le juge n'avait pas terminé. Sa voix tranchante et autoritaire, il a continué, Mademoiselle Stella et monsieur Hudson seront responsables de tous les frais de justice. De plus, sur la base du témoignage de monsieur James, ce tribunal civil renverra l'affaire au tribunal pénal pour des accusations de parjure et de diffamation contre Mademoiselle Stella et monsieur Hudson. Au moment où il a dit cela, ma mère et Hudson ont tous les deux pâli. Ils n'avaient probablement jamais imaginé que cela irait aussi loin. Maman a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à pleurer, tandis qu'Hudson était assis figé, les yeux creux et silencieux. Je n'ai pas ressenti de triomphe ou de satisfaction. Ce que j'ai ressenti, c'est la justice, mais sous cela, une profonde tristesse parce que je savais qu'à ce moment-là, ma famille était vraiment irrémédiablement brisée. Alors que je sortais de la salle d'audience, la famille de ma mère me regardait avec rien d'autre que de la haine et du ressentiment. Leur mépris n'était plus caché. Tante Laura, la sœur cadette de ma mère, a bloqué mon chemin et a claqué, « Tu es content maintenant. Ta mère et ton frère sont sur le point d'aller en prison, tout cela à cause de ton égoïsme. » D'autres parents ont renchéri avec colère. « Adrien, tu es sans cœur. Tu as déchiré cette famille à cause de l'argent. Tu n'es même pas humain. » Je me suis arrêté, je me suis tourné pour les regarder en face et j'ai regardé chacun dans les yeux. Puis j'ai dit haut et fort et clairement, « Si vous aimez tellement ma mère et Hudson, vous payez pour la maison. Quant à moi, j'en ai fini avec ça. » Sur ce, je me suis tourné et je suis parti, laissant tante Laura et les autres derrière, furieux mais impuissants à m'arrêter. Je savais à partir de ce moment-là, je serais vu comme l'ennemi à leurs yeux, mais au moins je m'étais enfin protégé de l'emprise toxique de cette famille. Le même après-midi, alors que j'étais assis dans le salon en train d'essayer de traiter les émotions complexes du procès, la sonnette a soudainement retenti. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu papa debout avec 2 grandes valises. Son visage avait l'air fatigué et usé. Je l'ai immédiatement invité à entrer, inquiet de ce qui avait pu se passer. Il s'est effondré sur le canapé, clairement épuisé. Puis il m'a raconté ce qui s'était passé après la séance du tribunal. Au moment où ils sont rentrés à la maison, ma mère a explosé de rage. Elle a crié, le blâmant d'avoir trahi la famille et d'avoir détruit Hudson et ses plans. Elle a dit qu'il avait tout gâché et qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner d'avoir témoigné contre elle et Hudson. En fin de compte, elle l'a jeté hors de la maison et a annoncé qu'elle demanderait le divorce. Après m'avoir tout raconté, papa m'a regardé avec des yeux fatigués et m'a demandé doucement, « Puis-je rester ici quelques jours ?» Entendre cela m'a brisé le cœur. Il avait sacrifié un mariage de près de 35 ans pour me défendre, pour dire la vérité. Sans hésitation, j'ai répondu, « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Tu m'as défendu aujourd'hui. Merci, papa. » Puis je me suis levé et je l'ai étreint. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti réconforté de savoir que quelqu'un dans cette famille me comprenait vraiment et avait choisi de se ranger du côté de la justice. Désormais, nous affronterions tout ensemble. Papa est resté avec moi les jours suivants, et la maison était différente. Elle était plus vivante, plus paisible, plus ordonnée que jamais auparavant. Les plantes en pot sur le porche étaient toujours bien entretenues. La cuisine étincelait, impeccable. Le réfrigérateur restait organisé et entièrement approvisionné en ingrédients frais. Papa s'était toujours levé tôt, donc la maison était rangée quand je me réveillais. Du café fraîchement infusé m'attendait tous les matins, son arôme remplissant l'air. Je lui ai dit que je pouvais le faire moi-même, mais il savait à quel point j'étais occupé avec le travail, alors quand il se faisait du café, il m'en préparait toujours une tasse supplémentaire. Il disait, « Tu te concentres juste sur le travail. Je m'occupe des petites choses. » Le soir,
quand je rentrais fatigué à la maison, un repas fait maison m'attendait toujours sur la table. Il préparait chacun avec un soin et une intention véritable, des plats simples aux plus élaborés. 2 mois plus tard, papa m'a fait asseoir et m'a dit doucement que les papiers du divorce étaient finalisés. Après 35 ans, son mariage avec maman était officiellement terminé. Il a dit qu'ils avaient convenu de vendre leur maison commune et de se partager le produit à parts égales, chacun recevant 400 000 $. Ce qui ne m'a pas surpris, c'est que maman a donné toute sa part à Hudson afin qu'il puisse rembourser les 300 000 $ restants de la maison qu'il avait achetée à crédit mais qu'il ne pouvait pas se permettre. Ne voulant pas que je me sente négligé ou traité injustement, papa a transféré la totalité de sa part de 400 000 $ directement sur mon compte bancaire. Voir ce montant sur mon compte a suscité quelque chose de profond en moi. Il ne s'agissait pas de l'argent, mais de l'amour et de la confiance qu'il plaçait en moi. Mais je n'ai pas utilisé cet argent pour moi. Une semaine plus tard, j'ai acheté une maison dans la banlieue de Riverside pour un peu moins de 400 000 $, une petite maison de 3 chambres avec une cour spacieuse. Nous avons décidé de la louer pour créer un revenu passif. C'était un investissement à long terme et un plan bien pensé. Un jour, quand j'aurai ma propre famille, et si papa préfère ne pas vivre avec nous pour éviter de se sentir comme un fardeau, il aura toujours un endroit où retourner. Je voulais m'assurer qu'il aurait toujours quelque chose de solide sur lequel s'appuyer de la même manière qu'il s'est tenu à mes côtés. Quant à ma mère et Hudson, un mois après la finalisation du divorce de mes parents, le procès pénal pour parjure et diffamation a eu lieu. Le verdict a choqué beaucoup de monde. Ma mère a été condamnée à 3 ans de probation, ce qui signifie qu'elle ne purgerait pas de peine de prison, mais qu'elle serait étroitement surveillée et qu'il lui serait interdit de commettre d'autres infractions pendant cette période. Si elle violait une des conditions, elle devrait purger toute la peine en prison. Hudson a reçu une punition plus sévère, 3 ans de prison et 200 heures de travaux d'intérêt général. Mais le coup le plus dur pour lui n'a pas été la peine de prison. Le tribunal a accordé la garde exclusive de José et Peter à Camilla. En raison de ses actions criminelles, Hudson a officiellement perdu tous ses droits parentaux. En voyant les peines prononcées, je ne me suis pas senti vengé ou satisfait. Tout ce que j'ai ressenti, c'est une profonde tristesse. Une famille entière s'était effondrée, découlant de l'avidité et du favoritisme aveugle. Ma mère et Hudson avaient provoqué cela eux-mêmes, mais leur prix était élevé, non seulement en termes de droits, mais aussi en termes de rupture irréversible des liens familiaux. 2 ans se sont écoulés depuis tout cela. La vie pour nous est devenue beaucoup plus stable maintenant. Mon père vit toujours avec moi dans notre maison à Riverside. Il s'est pleinement adapté à sa nouvelle vie et est devenu un excellent compagnon. Chaque matin, nous partageons encore du café et parlons du travail. Il a retrouvé la paix et me dit souvent qu'il ne regrette pas ses choix. Quant à ma mère, elle vit seule maintenant. Nous ne restons plus en contact. Hudson pourrait sortir de prison tôt pour bonne conduite. Je ne sais pas ce qu'il prévoit de faire une fois qu'il sera libéré, mais j'espère qu'il a appris quelque chose de ses erreurs passées. Camilla amène souvent José et Peter nous rendre visite le week-end. Je suis reconnaissant que les enfants puissent encore ressentir un sentiment de famille même dans des circonstances difficiles. Et moi, je suis en couple maintenant. Elle s'appelle Paisley, et elle a 28 ans et travaille dans le marketing. Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun lors d'une sortie café à Santa Monica. Paisley écoute et comprend, quelque chose qui a impressionné mon père. La vie maintenant est principalement paisible, bien que je reçoive encore parfois des mots durs de la part de parents. Ils disent que j'ai été cruel d'avoir laissé mon frère aller en prison, que j'ai détruit la famille à cause de l'argent. Mais qu'en est-il de vous? Après avoir entendu mon histoire, que pensez-vous de moi? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment savoir ce que pensent les autres. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager l'histoire si elle vous a plu. Merci d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine histoire.